Le roi, M. Colbert, doit être l'âme unique de ces États. Pour empêcher le retour de la Fronde et gouverner, il ne suffit pas de s'appuyer sur telle personne qui me soit plus dévouée qu'une autre. Il faut que chacun dans le royaume tienne toute chose d'un monarque, comme la nature tient toute chose du soleil. Le peuple doit être assuré de son travail et de son pain, de sorte que la misère ne le pousse pas dans les bras de nouveaux frondeurs. Nous tâcherons d'alléger les tailles et les impôts. Quant à la noblesse, je veux que de nouveau elle attende tout du roi. Privilèges, honneur, argent. Pour cela, nous la tiendrons continuellement en notre présence, séparée de la bourgeoisie, et ferons en sorte qu'être éloignée de nous soit pour elle un plus grand malheur que l'exil. Prenez garde, sire, que les dépenses ne soient grandes. Ces dépenses, monsieur Colbert, seront des sources d'activité et de profit. Les marchands, les artisans, les bourgeois comprendront que leur intérêt est de se lier au roi, animateur de toutes les entreprises. Ce que nous déciderons, grands travaux, établissement de manufactures, conquête de nouvelles terres, sera l'occasion d'immenses profits. Voilà les desseins de ma politique. Êtes-vous disposé à les servir? De toute mon âme, sire. À votre avis, quels en seraient les moyens? Votre Majesté l'a dit. Il faut doter la France des industries qui lui manquent et lui faire produire des armes, des glaces, des tapisseries. Il faut lui donner une flotte et un empire au-delà des mers, afin de nous libérer de la Hollande, qui a le monopole du trafic maritime. À l'intérieur, il faut remplacer l'aumône par le travail, car les oisifs sont des proies faciles pour les fauteurs de troubles. Il faut creuser des canaux, ouvrir des routes, développer les haras pour les services de l'armée, prendre des mesures afin d'éviter les famines, développer l'agriculture. Il faut réduire les tailles qui écrasent les paysans et contrebalancer cette perte par l'augmentation des impôts indirects qui frappent toutes les classes. Aides, gabelles, octrois, tabac, papier timbré. Ce système permet, selon le désir de votre Majesté, de réduire les charges des classes les plus défavorisées. Et pour augmenter néanmoins les rentrées, il convient de réduire les remises et avantages des receveurs d'impôts, de les faire surveiller étroitement, de rechercher vivement les gens d'affaires, de réduire et convertir les rentes. Tout cela est fort bien, et nous verrons à prendre ces mesures. Aussi, monsieur Colbert, dès mon retour au Louvre, je veux que vous convoquiez le maître tailleur. Ne négligez pas cet ordre. Il est de la plus haute importance. Nous avons suivi scrupuleusement les commandements de votre Majesté. Il n'y a pas assez de rubans ni de dentelle. Votre Majesté préfère-t-elle cela? C'est mieux. Monsieur Fouquet avait adopté cette mode allemande. Nous en tirerons le parti de la plus grande somptuosité. Monsieur Fouquet ne voyait là qu'un instrument de gloire. Nous en ferons une utilisation politique. Et de la sorte, les gens de ma noblesse ne sauront penser à autre chose que leur pourpoint. Un habit comme celui-ci, monsieur Colbert, devrait représenter une année de revenu pour un gentilhomme de ma cour. Monsieur Binet, essayez-lui la perruque. Les ciseaux. Avec cette perruque foncée, il faut assortir les moustaches.
Ajoutez les rubans aux chaussures et allongez les dentelles des canons. Monsieur Fouquet avait compris que l'on gouvernait l'esprit bien plus par l'apparence que par la nature profonde des choses. De cette façon, cet habit répond-il mieux au désir de votre majesté? Non, il est trop pauvre. Il vaut mieux tout reprendre. Voyez-vous, monsieur Colbert, je serai le premier à m'habiller de la sorte, car le roi doit être suivi en tout par la noblesse. Cette noblesse que j'ai décidé de tenir éloignée de Paris et de ces messieurs du Parlement auxquels elle s'était alliée pendant la Fronde. Pour cela, je m'établirai en ce château que le roi mon père a fait construire à Versailles. Jusqu'à présent, les grands séjournaient à la cour à leurs frais. Ils seront désormais meublés et logés aux frais de la couronne, d'un bout à l'autre de l'année. Pourtant, sire, les libéralités de votre majesté ne feront pas que les gentilshommes ne s'endettent. Loin de leurs terres, sollicités par 1000 occasions de dépenses, ils emprunteront. Qu'ils empruntent. Je couvrirai leurs dettes les plus criantes pour les attacher étroitement à ma personne. Quant à ceux de ma noblesse qui feront bâtir à Versailles, je déclarerai par privilège leurs hôtels insaisissables et ne pouvant être vendus par justice. Cela ne manquera pas de les attirer à la cour. Ils ne seront plus redevables de leurs finances à des bourgeois, mais à moi seul. Le château du roi mon père deviendra le temple de la monarchie, et tous les artistes du royaume travailleront à son embellissement. Monsieur de Vardes. Je vous donne le bonjour, madame. Je me porte bien. Monsieur de Vardes, je vous ai fait rappeler. Je suis heureux de vous revoir. Et mon Dieu, sire, en me rappelant, vous m'avez rendu la vie. Tenez, voici monsieur de la Motte, qui revient de la campagne. Monsieur, je vous salue. Encore une sottise. Ne savez-vous pas qu'il ne faut saluer personne devant moi? Sire, j'ai tout oublié. Il faudra que votre majesté me pardonne 30 sottises. Je le veux. Reste 29. Mais dites-moi, Vardes, quel est ce juste au corps que vous portez? Revenez-vous de la Chine ou des Amériques? Ah, sire, quand on est assez misérable pour être éloigné de vous, non seulement on est malheureux, mais on est ridicule. Relevez-vous, monsieur de Vardes, et demeurez dans mon amitié.